Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Nous discuterons aujourd'hui des vertus et de la passion politique dans l'Antiquité grecque. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir René de Nicolaï. Bonjour René. Bonjour Parnell. Voilà. Alors René est un nouvel enseignant ici aux facultés Loyola Paris. Il dispense justement un cours intitulé Vertus et passion politique. Et nous allons bien sûr en discuter avec lui. Mais avant René, dites-nous un peu, qu'entendait-on par vertu et qu'entendait-on par passion politique dans l'Antiquité grecque? Je pose cette question parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de passion, souvent on pense à la passion comme quelque chose de négatif. Celui qui est passionné, c'est celui, disons, qui n'est pas fiable, qui n'a pas toute sa raison. Mais j'ai l'impression, et je peux me tromper peut-être, que dans l'Antiquité grecque, la passion pouvait être quelque chose d'assez positif. Je pense que le meilleur exemple pour en parler, c'est Aristote. Chez Aristote, la vertu consiste en deux composantes. D'abord, une raison suffisamment développée pour savoir comment agir dans toutes les circonstances. Et d'autre part, une partie désirante de l'âme, celle où se situe la passion, qui a été bien éduquée et qui désire spontanément ce qu'il faut désirer et qui rejette spontanément ce qu'il faut rejeter. Je prends juste un exemple. Si vous savez que vous avez une prise de sang à faire dans 1 heure, il est 8 heures du matin, vous allez au laboratoire à 9 heures, vous savez que vous devez être à jeun. Et vous passez devant la vitrine d'une boulangerie et vous voyez un très appétissant éclair. Dans ces cas-là, pour Aristote, si vous êtes vertueux, vous avez des sentiments de plaisir et de peine, en l'occurrence un désir pour la nourriture, qui ne se portent pas vers la nourriture qui vous serait, en l'occurrence, nuisible. Si, à l'inverse, vous avez une passion déréglée, dans ce cas-là, vous allez ne pas pouvoir résister à ce désir et manger une pâtisserie et compromettre évidemment votre prise de sang. Je prends cet exemple parce que je pense qu'il répond assez directement à votre question. Pour Aristote en tout cas, mais c'est partagé par un certain nombre d'auteurs anciens, la passion, c'est-à-dire les sentiments de plaisir et de peine, ne sont pas du tout négatifs en soi. L'important est de les informer, de les éduquer pour les diriger dans la bonne direction qui est imposée par la raison. Mais c'est assez impressionnant ce que vous dites là parce que la passion voit qu'il a un lien en fait avec la raison, du moins dans la théorie aristotélicienne. Parce que comme je l'ai dit précédemment, souvent aujourd'hui lorsqu'on parle de quelqu'un qui est passionné, on a tendance à emprunter ce raccourci en se disant que s'il agit par passion en fait, c'est qu'il n'a pas toute sa tête, il n'a pas son raisonnement, disons, n'est pas très éclairé. Mais pourtant la passion, on le voit chez Aristote, doit en fait découler vraiment d'un travail raisonné. Exactement. Alors pour Aristote, il y a deux façons de le faire. Soit vous avez été éduqué par un bon gouvernement ou par de bons parents, et cette bonne éducation a consisté à vous habituer. L'habitude est fondamentale chez Aristote, c'est elle qui informe, modèle, éduque le caractère. Par exemple, si vous avez, pour prendre l'exemple de la famille, des parents qui vous ont inculqué la tempérance à l'égard des sucreries, pour reprendre l'exemple un peu trivial mais parlant que j'évoquais tout à l'heure, vous aurez des sentiments de plaisir et de peine à l'égard des sucreries, sans doute de la nourriture en général, qui seront modérés et non pas déréglés comme ceux que vous évoquiez. Donc ça, c'est un moyen. Il y a un autre moyen pour la raison d'agir sur les sentiments de plaisir et de peine, qu'évoque Aristote à la fin du premier livre de l'Éthique à Nicomaque. C'est une expérience qu'on fait couramment, celle des exhortations qu'on s'adresse à soi-même ou qu'on adresse aux autres. Quand, pour reprendre mon petit exemple, vous passez devant la vitrine de la boulangerie, vous avez très envie de l'éclair au café,
parce que vous n'avez pas reçu une éducation et une habituation suffisante, vous pouvez toujours vous reprendre, vous adresser un petit discours à vous-même en vous disant « Écoute, tempère-toi, modère-toi, résiste à la tentation, c'est pour ton bien ». Ce qui, pour Aristote, montre bien que la raison est capable d'avoir une influence directe sur nos sentiments de plaisir et de peine. Très intéressant. Et alors là, nous avons parlé de la passion. Et qu'entendait-il en fait? Quand je dis il, je ne parle pas nécessairement d'Aristote, mais un peu de pas mal de philosophes grecs. Qu'entendait-il par vertu? Parce que vertu aussi souffre lui aussi de pas mal de préjugés. On a souvent attribué, enfin, associé la vertu à la pratique religieuse ou, disons, une vertu, il faut nécessairement être quelque chose de bon. Mais pourtant, on voit que chez les philosophes grecs, on sait qu'ils avaient peut-être une autre conception de la vertu. Qu'entendait-il alors par vertu? Le mot vertu en français traduit le grec arrêté, et arrêté en grec est lié étymologiquement au superlatif de l'adjectif qui veut dire bon. Le superlatif, c'est Aristos, qu'on retrouve par exemple dans Aristocratie. L'arrêté, la vertu, c'est l'excellence. C'est de faire de façon superlative ce pour quoi vous êtes fait. Et Aristote, pour suivre sa pensée, se demande au premier livre de l'Éthique à Nicomaque pourquoi l'homme est fait. Et il dit ce qui est propre à l'homme, c'est la raison. Donc l'excellence, l'arrêté, la vertu de l'homme est justement la vie selon la raison. Si bien que pour Aristote, le but de la politique, pour en venir plus directement à notre propos, le but de la politique, c'est d'inculquer la vertu chez les citoyens, notamment au moyen de la loi et de l'appareil de coercition qui est à son service, et d'éduquer ainsi les hommes par des pratiques scolaires, je veux dire des pratiques éducatives, mais aussi tout au long de leur vie par des normes, des limites posées à la propriété, tout un ensemble de lois, éduquer les hommes pour reprendre la discussion par laquelle nous avons commencé, pour informer, modeler leurs sentiments de plaisir et de peine dans la bonne direction. Je terminerai juste en disant que pour Aristote, et Platon est ici sur la même longueur d'onde, la vertu que vise la politique, que vise l'éducation politique qui est donnée aux hommes, c'est une vertu complète. C'est l'excellence générale de la personne. Ça s'oppose à une conception et de la vertu qu'on peut avoir et des vertus politiques. Je m'explique. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on entend par vertu quelque chose peut-être d'un peu désuet. Il fut un temps où l'Académie française décernait un prix de vertu. C'est un peu ce que ça nous évoque. C'est évidemment pas ce que les philosophes anciens ont à l'esprit. C'est pour ça qu'il est bien généralement de traduire arrêté par excellence. Mais d'autre part, nous attendons toujours de nos hommes politiques, par exemple, qu'ils soient vertueux. On attend essentiellement qu'ils soient intègres, qu'ils ne piquent pas dans la caisse, pour le dire. La vertu politique chez les anciens est là encore beaucoup plus large. Ce qu'ils attendaient comme vertu de leurs hommes politiques, c'était une excellence complète, une excellence de faculté délibérative, d'intégrité morale, de générosité, de courage, qui va sans doute plus loin que ce que nous attendons, du personnel politique. Je pense que c'est vraiment très éclairant ce que vous dites, surtout en parlant de vertu comme une forme d'excellence générale, pas juste d'un domaine en particulier. Et on voit aussi en fait le lien avec la capacité à délibérer et le lien en fait que la vertu entretient un peu avec la passion. Mais alors si les deux sont, disons, reliés, pouvait-on, enfin c'est une question qui m'est venue comme ça à l'esprit, pour les philosophes grecs, en fait, était-il possible, fallait-il nécessairement être à la fois vertueux et passionné pour participer à la vie politique, ou bien pouvait-on, disons, se contenter d'un seul, pouvait-on être uniquement vertueux mais pas passionné, ou alors uniquement passionné mais pas vertueux, ou bien doit-on en déduire qu'en fait le bon citoyen, en griffe, c'était celui qui était à la fois vertueux et passionné aussi? Je me rends compte que je parle beaucoup d'Aristote, mais c'est vrai qu'il offre la formulation sans doute la plus claire, la plus concise et synthétique des problèmes qui nous occupent. Chez Aristote, encore une fois,
la vertu a deux composantes. C'est un bon état de la partie rationnelle de l'âme, mais également un bon état de la partie désirante, c'est-à-dire une forme de passion moyenne. Aristote parle de médiété, c'est-à-dire que, selon Aristote, pour être vertueux, vous avez besoin que vos sentiments de plaisir et de peine se portent spontanément vers le juste milieu. Par exemple, pour être courageux, vous devez avoir des sentiments de plaisir et de peine qui craignent ce qui est à craindre, sans quoi vous seriez téméraire, vous pécheriez par défaut de peur, mais en même temps des sentiments de plaisir et de peine qui ne vous font pas craindre ce qui n'est pas à craindre, sans quoi vous tomberiez dans l'autre excès, c'est-à-dire la lâcheté. Bon. Donc pour Aristote, pour être vertueux, vous avez besoin des deux, une raison en bon état de marche et une partie désirante aussi en bon état de marche. Et pour répondre plus directement à votre question, Aristote pense que pour qu'une cité fonctionne bien, il faut que la population ait un désir modéré de participer. Pour le dire en des termes un peu modernes, il faut que les gens soient suffisamment intéressés par la chose politique pour voter aux élections, pour qu'il n'y ait pas une abstention de 90%. Et en même temps, il faut qu'ils n'aient pas une telle passion de la politique qu'ils quittent leur travail pour aller au café parler de politique et passer leur journée à lire le journal. Il le dit notamment dans le livre 4 des politiques, quand il parle de la classe moyenne. Il dit, c'est très important qu'une cité ait une classe moyenne, au sens sociologique et économique, une classe moyenne proportionnellement importante, parce que les riches ont un problème, c'est qu'ils tendent à trop participer, ils ont le temps et puis ils estiment qu'ils ont la capacité pour le faire. À l'inverse, les pauvres, dit Aristote, se désintéressent complètement de la chose politique, ils ont autrement dit autre chose à faire. Si bien dit Aristote que si vous avez une cité composée uniquement de riches et de pauvres, vous allez avoir les uns qui participent tout le temps, les autres qui ne participent jamais, et Aristote dit ça devient une cité de maîtres et d'esclaves, ce qui est mauvais, notamment pour l'amitié civique, pour ce qu'on appellerait aujourd'hui la cohésion sociale. Eh bien Aristote dit il faut une classe moyenne importante qui a un désir modéré de participation politique, donc une passion modérée pour la politique, pour qu'elle participe lorsqu'elle a vraiment quelque chose à apporter dans la délibération, lorsqu'il s'agit d'affaires importantes, mais qu'elle ne participe pas non plus à tout bout de champ. Ce que vous dites, enfin, Aristote, Platon, ça date de plusieurs milliers d'années, disons, mais ça résonne un peu comme quelque chose de très actuel. Au fond, on peut se dire que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas tellement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il y a quand même un fil conducteur, quelque chose qui reste, je veux dire, d'actualité, qui était déjà d'actualité à leur époque. C'est assez impressionnant. Mais la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est vrai, vous avez beaucoup parlé d'Aristote, peut-être parce qu'il est, disons, le plus clair. Personnellement, j'aime bien aussi la pensée d'Aristote. Elle est généralement plus accessible. Mais on se doute bien que même à cette époque, parmi les auteurs grecs, ils n'étaient pas tous d'accord sur les termes, sur la politique. Alors, ce que vous avez dit d'Aristote, était-ce quelque chose de partagé, disons, par Platon, par les stoïciens, par les épicuriens, ou y avait-il différents courants de pensée relatifs à la passion et à la vertu, à la participation politique? Pour répondre à votre question, oui, il y avait évidemment des accords profonds. Je vais en prendre deux. L'un qui oppose Platon et Aristote, et l'autre qui oppose Platon, dont j'ai pas assez parlé, et la cité grecque de son temps, pour montrer justement les conceptions différentes de la vertu. Le conflit qui oppose Platon et Aristote, celui dont je vais parler, c'est celui qui parle du rôle de la philosophie dans la politique. Platon est célèbre pour avoir avancé dans la République l'idée du philosophe roi, c'est-à-dire, comme il le dit, qu'il n'y aura pas de cessation des maux, des dommages pour les cités avant que les philosophes ne prennent le pouvoir. Parce que ce sont les philosophes qui détiennent la sagesse ultime, et à défaut de cette sagesse, en fait, les cités sont précipitées dans des suites sans fin de déboires. Aristote, notamment au livre 3 de la politique, dit un gouvernant unique, sauf si c'était un dieu, il admet quand même cette possibilité, sauf si c'était un dieu ou un quasi-dieu, est sujet à la passion,
Et donc il est sujet par exemple à la colère, il peut être sujet à l'intérêt personnel, si bien que il vaut mieux soumettre le gouvernement en général à des lois qui imposent un certain nombre de limites et qui forcent les gouvernants à agir dans l'intérêt commun. Aristote dit donc, en substance, un gouvernant unique comme le philosophe roi serait sans doute dangereux. Il se trouve que Platon, à la fin de sa vie, dans un dialogue qui s'appelle Les Lois, avait lui-même commencé à avancer cette idée. Mais ce qui est important, c'est que autant Platon dans la République dit la vertu politique sera celle du philosophe roi, qui sera absolument nécessaire à la cité, autant Aristote dans les politiques dit non, il faut que le manque possible de vertu des gouvernants soit contrôlé par des lois, et ces lois devront être appliquées à des cas particuliers, parce que la loi est toujours générale, et pour réaliser ce travail d'application, il faudra non pas, là encore, un homme unique, type philosophe roi de Platon, mais il faudra une communauté de citoyens qui seront mieux à même de voir la diversité des éléments qui font un cas particulier et qui nécessitent l'application de la loi. Autrement dit, Platon avance un argument qui va dans un sens en fait démocratique, ou en tout cas républicain, au sens où il dit il vaut mieux être gouverné par l'alliage de lois et d'une communauté de citoyens qui les appliquent que par un gouvernant unique. Donc ça, c'était pour le conflit entre Platon et Aristote. Pour le conflit entre Platon et la cité grecque de son temps, on a ce qu'on appelle les livres centraux de la République, c'est-à-dire les livres 5, 6 et 7, où Platon, toujours dans cette optique de défendre sa cité idéale, dit « Il faut, pour avoir une cité idéale, deux choses qui paraissent absolument absurdes à la cité de mon temps. Il faut que les philosophes gouvernent, et il faut aussi une vertu chez les gouvernants qui soit un dévouement total, et donc une abolition totale de l'intérêt privé. Et pour ça, il faut que les gouvernants n'aient plus d'intérêt privé. Or, qu'est-ce que c'est l'intérêt privé ? C'est la famille, c'est-à-dire la propriété, et les femmes ou les maris, puisque dans la République de Platon, les gouvernants seront aussi des femmes. Et donc Platon a une conception complètement révisionniste, pourrait-on dire, de la vertu politique, en disant il faut que l'intérêt personnel des gouvernants soit entièrement aboli, et pour ça, il faut la communauté des biens, des femmes et aussi des enfants. Ce qui, Socrate en est conscient dans la République, va complètement à l'encontre des conceptions du temps. On sait qu'il y avait une pièce du comique Aristophane qui justement ridiculisait cette idée. Donc Platon était bien conscient de l'opposition qu'il rencontrait, des conceptions différentes de la vertu qui existait à son époque. Alors, cher René, je dois dire que ce sujet est vraiment passionnant, mais pour rester un peu dans la même ligne d'idée de tout ce que vous avez développé, il faut savoir garder raison, et malheureusement, nous allons devoir rendre l'antenne. Voilà, j'essaye d'appliquer un peu ce que vous venez de dire. Mais avant de rendre l'antenne, j'ai une toute dernière question que j'ai coutume de poser aux personnes qui sont nos invités ici au podcast. C'est quels livres, quels ouvrages conseillerez-vous, disons, à quelqu'un qui souhaiterait, disons, se familiariser avec ces thèmes de la vertu, de la passion politique, des ouvrages par exemple de l'Antiquité grecque, ou même d'auteurs contemporains qui expliquent un peu plus en détail ces questions? Je vais évoquer simplement Aristote, dont j'aurais finalement beaucoup parlé. Je pense que le mieux est toujours d'aller directement au texte. Et on dispose en français d'une traduction des politiques d'Aristote chez Garnier-Flammarion, avec une excellente introduction de Pierre Pellegrin, qui est un grand spécialiste du sujet, puis des notes fournies et vraiment très clarifiantes. La traduction est aussi très, très lisible et claire. Donc c'est vraiment l'ouvrage que je recommanderais en premier. Il se trouve que le même Pierre Pellegrin a écrit un livre qui est un recueil d'articles mais modifiés et repris, qui s'appelle L'excellence menacée, et qui porte sur la philosophie politique d'Aristote, et qui clarifie un grand nombre des sujets dont on aura parlé aujourd'hui. Merci infiniment René d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Parnell. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et au revoir.
Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.